Europe 1, il est 8h34, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est l'agacement qui domine. Le Parisien, stationnement à Paris trop cher. Le Télégramme, carte vitale, un fâcheux boycott. Libération, médecin, une grève mal soignée. Alors pour ne pas s'énerver, certains nous proposent des solutions. Dans l'Express, c'est un vrai programme. Trouver son bonheur. Mais on peut aussi opter pour la cure de silence. Il paraît que ça marche. Le Figaro, face à Hollande, la nouvelle stratégie de Sarkozy. C'est donc Nicolas Sarkozy qui se tait, François Hollande qui parle. Mais oui, mais dans cette stratégie du zen, François Hollande a aussi quelques atouts. Visiblement, il a choisi de faire dans la référence à un modèle prestigieux. Le Parisien nous explique donc que le nouveau discours à l'Élysée, c'est 2015, année des François. Oui, on célèbre les 500 ans de la bataille de Marignan, donc François Ier, donc la Renaissance. Et la Renaissance, vu l'état de mort clinique de sa courbe de popularité, ce serait une bonne chose. Et puis, plus proche de nous comme modèle, l'opinion en fait sa une, Hollande imite Chirac, roi fainéant. Parce que dans son dernier numéro, la petite et excellente revue politique Charles célèbre les 50 ans de vie politique de Jacques Chirac. Au menu, une interview de l'actuel président de la République sur celui qui l'avait soutenu, vous vous souvenez, dans un de ses accès d'humour corrézien. Une interview tout en subtilité sur le thème « Je parle de lui, mais en filigrane, vous aurez compris que je parle de moi, de mes ennemis ». Un élu UMP résume dans l'opinion. Il dit aux gens « Vous aimez Chirac ? Eh bien moi, je suis un copain de Chirac ». C'est tout le paradoxe de François Hollande aujourd'hui, conclut Cyril Lachèvre et Nathalie Segonne. Il vante les mérites d'un président qui a failli au plan économique de l'aveu même de sa famille politique. Comme si le roi fainéant que dénonçait Nicolas Sarkozy en 2009 était devenu sa référence. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron essaye de se battre. Mais oui, bien sûr, le président pourra opposer à cette appellation de roi fainéant la loi Macron, même si, dit-il, ce n'est pas la loi du siècle. Il est d'ailleurs en une des Échos, Emmanuel Macron, regard bleu volontaire, costume à rayures tennis. Macron, 2015 sera l'année du tournant pour l'économie. En fait, de tournant économique, ce n'est pas dans la dite interview qu'on en trouve la trace. Entre les considérations policées sur la Banque Centrale Européenne, qui fait tout ce qui est nécessaire pour remplir son mandat, et les vœux pieux sur l'Allemagne, qui doit mener une vraie relance. Le tournant serait plutôt dans les pages économiques du Figaro, qui nous annonce cruellement que François Hollande, dans ses vœux, s'est encore laissé aller à ses penchants pour la méthode Coué, en nous répétant, vous l'avez dit dans le rappel des titres, que la France est la 5e puissance économique mondiale, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle est passée en 2014 à la 6e place. Mais il faut surtout aller sur le site Figaro Vox et lire l'entretien avec le journaliste Jean-Michel Quatrepoint au sujet d'Alstom. On y apprend que vendredi 19 décembre, dans un complet silence médiatique, les actionnaires d'Alstom ont approuvé à la quasi-unanimité le passage sous pavillon américain de son pôle énergie, et c'est-à-dire évidemment du nucléaire. Et le journaliste nous raconte comment le ministre de l'économie, contrairement à toutes les assurances données au printemps dernier, vient donc de laisser à une entreprise américaine la haute main sur la production, la vente et la maintenance des turbines nucléaires qui équipent nos sous-marins et nos centrales. Ajoutons à cela la vente d'une autre filiale d'Alstom spécialisée dans les communications satellites qui équipe notre armée. Oui, conclut Jean-Michel Quatrepoint, il y a bien une corrélation entre l'étrange défaite de 1940 qui vit en quelques semaines l'effondrement de notre pays et celle, plus insidieuse et plus longue, qui voit le délitement de notre appareil industriel. Ça bouge encore au Conseil constitutionnel. Oui, il n'y a pas que la cécité qui frappe nos politiques. Alors que le Parisien revient sur l'entrée de Lionel Jospin au Conseil constitutionnel, le Canard enchaîné s'intéresse à un étrange phénomène. La multiplication des lois retoquées par les sages pour manque d'intelligibilité. En cause, la baisse de qualité des cabinets ministériels. Des militants devenus du jour au lendemain conseillers ministériels se moquent un hiérarque socialiste. Et puis, du coup, les procédures d'urgence au Parlement, un quart des lois sous Chirac, la moitié sous Sarkozy et les 2/3 sous Hollande. Nul n'est censé ignorer la loi, s'amuse le Canard, encore faut-il la comprendre. Alors on souhaite bien du plaisir à Lionel Jospin, mais en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, il doit savoir d'où vient la baisse du niveau. Vous êtes tombé sous le charme de Télérama ce matin. Oui, la presse ce matin ne parle pas seulement de la France, elle nous raconte, et c'est ce qu'elle fait de mieux, des vies minuscules, mais sublimes parce que profondément humaines. 4 reportages dans Télérama et 4 parcours étonnants de Régis, conducteur de 38 tonnes, à Wang Nubo, homme d'affaires chinois et poète amoureux des montagnes et de leur solitude. Et puis dans l'Express, on croise Alan Turing, génial mathématicien britannique qui permit de décrypter les messages codés des nazis avant d'être condamné à la castration chimique en 1954 pour homosexualité et de se suicider.
Et puis à quelques pages d'intervalle, le reportage auprès d'Antoine Petit, 26 ans, en état aussi relationnel comme Vincent Lambert, depuis l'âge de 14 ans, quand une voiture le renversa alors qu'il roulait à vélo. Et sa famille qui l'entoure, sa mère qui affronte le silence, l'absence de signes, de réaction, et qui explique que le plus dur, dit-elle, c'est le regard que porte la société sur des gens qu'elle voit comme des zombies, comme des sous-hommes. Et puis son père médecin qui dit « Antoine a donné un sens à notre vie ». Des simples vies, des existences fracassées ou heureuses, mais qui nous renvoient au choix que fait tous les jours en silence une société et qui modèle notre conception de l'humain. On termine avec la galette. Est-ce que vous avez eu la fève hier? Eh ben non, moi jamais. Mais qui l'a eu? C'est Julie alors, Je ne sais pas, je ne sais Même pas. Même pas non plus. On va faire une enquête. Mais le canard, lui, vient cruellement détruire nos illusions sur la galette. Oui, le canard enchaîné nous raconte comment une seule entreprise fabrique 15 millions de galettes, c'est la moitié de celles qui seront ingurgitées, parce que ça fait quand même 30 millions, on en mange beaucoup. Et avec une frangipane à base de noyaux de pêche et d'abricots, c'est les résidus de l'industrie de la confiture, et puis de la margarine, c'est moins cher que le beurre. Des galettes que la grande distribution et votre boulanger vous vendront indifféremment, puisqu'un boulanger n'est pas obligé de préciser que sa galette n'est pas faite maison. Il y ajoute juste la fève. Comme un ministre de l'économie qui vous parle de 5e puissance économique mondiale, mais n'est pas obligé de préciser qu'il vend sa filière nucléaire, pas obligé de signaler. Alors on ne sait pas là aussi qui aura la fève, mais on sait de quoi nous serons les rois. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain Natacha. À demain.